Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, déjà le 10e rendez-vous que nous vous donnons avec la participation de la CCI, de la CMA et la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, comment capter et fidéliser vos clients. Christophe Flers de la Chambre des métiers et de l'artisanat vous donnera des conseils simples et concrets pour bien démarrer vos campagnes d'emailing et SMS. Nous nous retrouvons hebdomadairement depuis début avril maintenant. Si vous désirez revoir les anciennes présentations, c'est possible grâce au replay. La page vous est donnée en call to action. Vous y retrouvez également les thèmes abordés prochainement. Le 28 mai, la cybersécurité dans l'entreprise. Et le 4 juin, contrôler sa réputation sur les réseaux sociaux. Pour les prochaines programmations, vos avis nous intéressent, les horaires qui pourraient vous convenir, les thèmes que vous souhaiteriez que l'on aborde. Vous recevrez un mail à la fin de ce webinaire avec un lien pour répondre à quelques questions et bien sûr la possibilité de vous exprimer. Nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes pour y apporter vos réponses et remarques. Nous vous invitons, en cas de questions sur les aides, sur les dispositifs à votre disposition, d'appeler le numéro unique, qui est le 03 59 75 01 00. Des experts sont là pour vous aider et présenter les différents accompagnements existants financés par la région Hauts-de-France. Vous avez le programme Starter pour les entreprises de moins de 3 ans et le Booster TPE pour les plus de 3 ans. Aujourd'hui, place à la communication, une petite dose de RGPD, des conseils pour un message efficace et transformation de vos abonnés en clients. Avant de donner la parole à notre expert du jour, petit rappel, vous pouvez poser vos questions via le chat qui est sur votre droite et nous y reviendrons en fin de présentation. Si vous rencontrez des soucis de son, d'image, rafraîchissez votre page, sinon le replay sera à votre disposition à la fin de ce webinaire. Christophe, c'est à toi pour la présentation du jour. Merci Vincent, bonjour à tous, bonjour Aude. Aujourd'hui on va parler un petit peu des campagnes d'emailing et de SMS. Donc voilà les points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc d'abord, sûrement ce qui est très très important aujourd'hui quand vous allez, si vous souhaitez faire des campagnes d'emailing et de SMS, c'est la réglementation qui a changé il y a maintenant quelques mois, mais qui reste un point chaud et parfois un petit peu compliqué. Donc, sur le RGPD, ce qu'on appelle l'opt-in, je vous expliquerai ce que c'est bien sûr l'opt-in dans quelques instants. Alors, on va pas faire le tour du sujet RGPD, mais en tout cas, on va en parler spécifiquement sur tout ce qui concerne le mailing et le SMS. Ensuite, on regardera un petit peu, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet sur comment collecter les mails ou les numéros de téléphone donc, auprès de vos clients et de vos prospects. Comment aller chercher ces données, parce que c'est bien de vouloir envoyer des mails ou des SMS, mais il faut bien avoir des contacts email et des numéros de téléphone. Ensuite, on regardera rapidement quels outils on peut vous conseiller pour réaliser une campagne de mail et ou de SMS. Vous allez voir que maintenant, la plupart des outils centraliser les deux, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, on regardera spécifiquement comment mettre en place une campagne mailing, donc comment la mettre en place et puis quelques conseils pour qu'elle soit réussie. On fera la même chose pour les campagnes SMS. Et en final, en conclusion, on fera une sorte de petit comparatif sur quand plutôt utiliser les mails, sur quel profil on utilise plutôt le mail ou plutôt les SMS. Voilà, alors allons-y. Donc le RGPD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le RGPD, donc c'est le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement qui est européen et qui met en place des protections des consommateurs. Alors beaucoup d'entreprises y voient on va dire une contrainte supplémentaire, une contrainte légale supplémentaire. C'est vrai que c'est une contrainte, que c'est parfois compliqué, qu'on est toujours un petit peu perdu, mais moi j'ai toujours tendance à voir ça comme quelque chose de positif, positif pour les consommateurs, parce que même si on est chef d'entreprise, on est aussi consommateur et on voit que c'est important aujourd'hui d'avoir ces données qui sont protégées, qu'on ne puisse pas être contacté n'importe quand, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée, par des gens à qui on n'a pas donné l'autorisation de nous contacter. En tant que consommateur, on peut trouver ça plutôt intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a été bien, c'est vraiment accepté
est mis en avant par les consommateurs qui ont bien pris conscience en fait de l'enjeu de leurs données de plus en plus. Donc, il faut aussi en tenir compte. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que aujourd'hui, votre image de marque, elle va être aussi dépendante de votre capacité à respecter les données des gens. C'est-à-dire que le RGPD, c'est un cadre qui peut paraître un peu strict, mais en fait, c'est beaucoup de bon sens. C'est beaucoup de bon sens. Donc, si vous respectez ce bon sens, si vous n'agressez pas, entre guillemets, vos clients leur envoyant des messages à tire-larigot, alors qu'ils vous ont rien demandé, vous garderez une image de marque propre, alors que si vous faites n'importe quoi, ça peut vraiment faire du mal à votre image d'entreprise. Voilà. Alors ensuite, l'opt-in, qui est finalement une partie du RGPD, c'est le fait de donner son consentement. Avant, de donner un consentement pour être prospecté. C'est-à-dire que si vous en tant qu'entreprise, vous voulez m'envoyer un SMS ou un mail, vous devez avoir mon accord. Si vous n'avez pas mon accord, si je vous dis pas oui, je suis d'accord pour que vous m'envoyiez un mail commercial, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que c'est un opt-in qu'est-ce que c'est un opt-in conforme, pardon. Un opt-in conforme répond à 3 critères. D'abord, il doit être clair, c'est-à-dire que très clairement, j'informe le client de l'objectif des messages que je vais lui envoyer. Ensuite, il doit être transparent, c'est-à-dire qu'on doit vraiment bien dire toutes les raisons pour lesquelles on veut contacter et quel traitement on va faire de la donnée. Et on n'a pas le droit d'utiliser une donnée différemment de ce qu'on a promis à son client. Et enfin, il ne doit pas y avoir de confusion, c'est-à-dire que ça doit être vraiment bien clair dans le message. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginons, je suis garagiste, par exemple, et donc un client vient dans mon garage pour faire réparer sa voiture. Donc moi, garagiste, je vais dire, écoutez, monsieur, est-ce que vous donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous envoie un SMS dès que votre voiture est prête. Moi, ça m'intéresse, c'est un service sympa. Donc, je lui donne mon numéro de téléphone. Il m'envoie le SMS pour me dire que ma voiture est prête. Très bien. Par contre, il n'a absolument pas le droit de m'envoyer à la suite un SMS commercial pour me dire qu'il y a une promotion sur des pneus, par exemple. Il n'a pas le droit. S'il veut m'envoyer des promotions par SMS, lorsque je donne mon numéro de téléphone pour savoir si ma voiture est prête, il me dit, est-ce que vous souhaitez également recevoir nos offres commerciales? Et là, j'ai le droit d'accepter ou de refuser. Voilà. En gros, vous voyez, alors le RGPD, on en fait tout un monde. C'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, là, c'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne peux pas envoyer un email à un client, ou un email ou un SMS, si je ne lui ai pas dit clairement que j'allais lui envoyer tel ou tel type de SMS. Alors, comment on l'obtient? Alors, on peut l'obtenir à l'oral, c'est-à-dire que dans le cas de mon garagiste, je suis derrière mon comptoir, mon client, il est là, je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous envoie des SMS commerciales? Il me dit oui, très clairement, ça passe. Voilà. Ensuite, vous pouvez l'obtenir, ce qu'on appelle un opt-in actif, c'est-à-dire que je vais sur votre site, par exemple, et vous avez mis inscrivez-vous à la newsletter, et donc avec un champ pour mettre un email, ou recevez par SMS nos offres spéciales avec un champ pour récolter un numéro de téléphone, avec une case à cocher à chaque fois pour dire j'accepte d'être contacté, etc. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un opt-in actif. Donc là, c'est vraiment la personne qui s'inscrit pour obtenir, pour recevoir vos informations. Alors ça, c'est génial parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressé par ce que vous allez lui proposer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'opt-in passif. Donc là, c'est par exemple si je crée un compte sur un site ou je fais un achat et je remplis mon panier, à la fin, je mets mes informations. Il y a une case à cocher. J'accepte d'être contacté par l'entreprise pour des offres commerciales, etc. Je pense que vous avez déjà tous vu ces deux modes en vous baladant sur des sites internet. Ensuite, donc là, on va regarder spécifiquement pour les sites internet.
Vous voyez, en fait, il y a différentes pratiques qui sont sanctionnables par la CNIL en application du règlement sur la protection des données. Donc, d'abord, première chose, vous n'avez pas le droit d'appâter vos clients. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de leur dire, voilà, si vous vous inscrivez à ma newsletter, si vous me donnez votre numéro de téléphone, vous aurez une réduction, vous aurez un avantage. Ça, c'est complètement interdit. Ensuite, vous devez demander que les informations nécessaires. Vous voyez, par exemple, sur cet exemple, c'est une inscription à une newsletter. Donc, une inscription à une newsletter, vous n'avez pas besoin du numéro de téléphone. Donc, vous ne devez pas le demander. Vous demandez juste l'email. Voilà. Après, vous pouvez faire, bien sûr, une inscription, comme je disais tout à l'heure, par exemple, à inscrivez-vous enfin, donnez-nous votre numéro de téléphone pour recevoir nos offres promotionnelles par SMS. Donc là, c'est clair, vous demandez le numéro de téléphone. Mais à ce moment-là, vous ne devez pas demander l'email. Vous voyez, à chaque fois, vous demandez que les informations qui sont nécessaires. Et vous devez expliquer pourquoi vous les récupérez. Un exemple, par exemple, si vous demandez la date de naissance des gens, vous devez leur expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez besoin de la date de naissance? Ça peut être, par exemple, pour vous envoyer un cadeau, une offre spéciale le jour de votre anniversaire. Là, ça passe. Mais à chaque fois, il faut toujours bien expliquer. Ensuite, vous voyez, sur cet exemple, la case est précochée. La case je souhaite recevoir des offres commerciales. La case est précochée. Ça, c'est interdit. Ça doit être un acte volontaire de la personne de cocher la case pour s'inscrire. Donc ici, vous voyez à gauche une version conforme. On demande uniquement le mail. On fait cocher la case pour valider le fait de vouloir recevoir des offres commerciales. Et bien sûr, on explique que les gens peuvent se désinscrire. Ça, on en reparlera en temps voulu. Voilà, oui, nous y voilà, le temps voulu. Donc, la possibilité de désinscription, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envoyez des emails et des SMS commerciaux, les gens doivent pouvoir se retirer de votre liste des diffusions à tout moment. Donc, dans le mail, systématiquement, il doit y avoir indiqué, cliquez ici pour vous désinscrire, enfin, ou une autre formule, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça doit être une démarche très simple, c'est-à-dire qu'au premier clic, on doit être désinscrit. Vous savez, on voit souvent, on clique et une fois qu'on a cliqué, on doit recocher des cases pour se désinscrire ou pas, etc. Ou on leur demande notre email. Tout ça, normalement, c'est pas conforme au règlement général sur la protection des données. On doit, dès qu'on clique, une fenêtre s'ouvre, on doit être désinscrit directement. Voilà. Donc tout le monde n'est pas encore tout à fait conforme, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, quand vous envoyez des SMS, on doit pouvoir aussi se désinscrire. Je pense que vous avez tous déjà reçu un SMS avec stop O, avec un numéro de téléphone. C'est obligatoire aussi quand vous envoyez des SMS commerciaux. Voilà. Alors donc vous allez me dire, oui, mais moi comment je fais? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait, c'est vraiment très simple de mettre un stop. Il faut utiliser effectivement un outil professionnel. Vous n'avez pas le choix. Mais de toute façon, ça serait dommage de ne pas le faire. On reviendra dessus un petit peu après. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour des questions réglementaires. Non, pardon, je n'ai pas fini. Effectivement, il y a une tolérance pour les entreprises. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un opt-in quand vous contactez par mail une entreprise avec un contact générique. Donc, par exemple, contact@entreprise.fr ou accueil@entreprise.fr. Vous voyez, ça, vous n'avez pas besoin d'avoir l'opt-in, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation pour envoyer un mail. Cela dit, vous avez quand même l'obligation de donner la possibilité de se désinscrire. Par contre, même si vous contactez quelqu'un d'une entreprise, mais que vous contactez une personne en particulier, donc là, je prends un exemple, jeandupont@entreprise.fr, là, il vous faut les deux, parce qu'à partir du moment où vous vous adressez à une personne en particulier, on tombe sous le coup du RGPD. Voilà, alors, pourquoi j'ai cette c'est pas grave. Alors, donc, on va faire un petit tour sur les outils. Attendez, ma présentation n'est pas dans le bon sens. Excusez-moi quelques secondes.
ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Alors, on revient. Juste j'ai perdu la présentation sur, excusez-moi, sur comment capter les contacts de vos clients. Donc, je vais l'improviser comme ça. En fait, vous avez comment capter donc vous avez souvent le plus simple, c'est à l'oral. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens, si vous avez une boutique physique ou même vos clients, quand vous allez chez eux, etc., vous pouvez leur demander explicitement à l'oral s'ils souhaitent recevoir des offres commerciales. Donc, par SMS ou par email, selon le choix que vous aurez fait par la suite. Une fois que vous avez récolté ces données, que vous avez récolté en fait leur accord pour leur envoyer, voilà, ils sont inscrits à votre base. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à leur envoyer des offres commerciales. Ensuite, l'autre possibilité, c'est de les récupérer sur votre site, donc avec un petit formulaire. Donc là, ils vont remplir, ils vont mettre soit leur email, soit leur numéro de téléphone. On va voir un petit peu après les outils, mais les outils souvent vous proposent un formulaire que vous avez juste à rentrer avec du code. Par exemple, vous avez un petit bout de code que vous allez copier-coller sur votre site. Alors ça peut vous paraître compliqué, vous dire il faut que je copie-colle du code, etc. N'oubliez pas que, comme à chaque fois, on vous le dit, vous pouvez être accompagné par la CCMA ou la CCI. C'est 100% pris en charge par la région. Donc, ça peut être aussi l'occasion de vous faire accompagner par un expert de votre chambre consulaire pour mettre en place ce petit formulaire sur votre site, si vous avez déjà un site, par exemple. Et puis, mettre en place aussi tous les outils. Voilà. Par contre, ce qui est très, très, très important, ce qui se faisait à une époque, c'est-à-dire, par exemple, acheter des listes de contacts à qui on envoie vous allez acheter 1000, 10 000 contacts à qui vous allez envoyer des emails à fond les ballons. Ça, c'est terminé. C'est complètement interdit aujourd'hui avec le RGPD. Donc, vous ne pouvez plus acheter des bases de clients. Il faut vraiment aller les chercher et les récolter un par un. Donc, soit sur votre site, soit en vrai. Je trouve qu'en vrai, c'est quand même le plus efficace parce que vous avez déjà eu un contact. Et puis, il y a une autre possibilité qui est intéressante, c'est via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Alors, c'est quelque chose qui est payant parce que ça rentre dans le cadre de la publicité. Vous pouvez faire une publicité sur Facebook avec un formulaire qui vous permet de récolter des contacts, email ou numéro de téléphone, pour les ajouter à votre liste de contacts. Voilà. Donc, je vais pouvoir revenir à ma présentation. Excusez-moi pour ce petit bug. On va regarder un petit peu donc les outils. Alors, il y en a plein. Je vous mets les trois principaux qui sont les plus connus en tout cas. Il y a Mailchimp qui permet qui est surtout un outil de mailing qui marche bien. Je pense que vous avez déjà tous reçu des newsletters avec en bas le petit logo et le petit singe, la Mailchimp. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. C'est un outil qui fonctionne très bien, qui est un petit peu leader sur le marché de l'envoi d'emails, qui est américain, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, l'outsider, un petit peu, c'est Sendinblue, qui est une entreprise française. Donc, comme son nom ne l'indique pas, ce que je trouve plutôt intéressant. Voilà, c'est plutôt sympa de travailler avec une entreprise française. Et ils ont des offres qui sont vraiment intéressantes. L'avantage de Sendinblue, c'est que, comme je vous disais, vous allez pouvoir gérer d'un côté les SMS, de l'autre côté les emails. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et d'ailleurs, sur la suite, quand je vais vous montrer un petit peu des exemples, enfin, montrer un petit peu comment on fabrique une campagne, je prendrai l'exemple de Sendinblue, parce que c'est vraiment un outil que je maîtrise bien, que je maîtrise mieux que Mailchimp en tout cas. Mais en tout cas, ce que je vais vous montrer avec Sendinblue, tout à l'heure, vous pourrez le faire avec n'importe quel outil. C'est vraiment les basiques de la mise en place d'une campagne SMS ou d'une campagne d'email. Et puis, il y a Sarbacane, qui est vraiment un outil un peu plus mastoc, un peu plus professionnel. Donc là, il n'y a pas… L'avantage de Mailchimp et de Sendinblue, vous allez voir, c'est qu'il y a des offres gratuites avec un certain nombre d'emails par jour.
qui sont intéressantes pour bien se lancer. Sarbacane, on part directement dans le dur avec du payant. Donc voilà, c'est peut-être une étape ensuite, mais c'est un outil vraiment très, très, très performant. Donc, comme je vous le disais, il y a toujours des offres gratuites. Alors là, vous voyez, je vous ai mis par exemple les offres de Sendinblue. Donc, l'offre gratuite, elle est intéressante. Vous pouvez envoyer 300 emails par jour gratuitement. C'est déjà pas mal parce que 300 contacts, il faut les avoir, mine de rien. Et puis même si vous avez plus, vous avez par exemple 600, 900, 3000 contacts, vous pouvez toujours profiter de la version gratuite, sauf que tous les jours, il faudra envoyer, vous voyez, 300 emails. Vous ne pourrez pas les envoyer tous en même temps. Donc un jour, vous envoyez 300, un autre 300, un autre 300. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien pour démarrer. Vous allez pouvoir commencer à vous amuser avec des emails. Ensuite, vous voyez, vous avez différentes options. Je vous laisserai regarder, si vous allez voir sur le site de Sendinblue, vous verrez un petit peu les tarifs, ou sur, bien sûr, Mailchimp. Selon ce que vous préférez, vous pourrez comparer les offres et voir un petit peu ce qui vous semble le plus intéressant pour vous. Alors, par contre, bien sûr, les SMS ne sont pas gratuits. À chaque fois que vous envoyez un SMS, ça a un coût. Donc, voilà. Mais, vous voyez, là, j'ai fait une simulation. Pour 1000 SMS en France, ça coûte 45 €. Donc, c'est vraiment pas cher pour une efficacité redoutable. On en reparlera un petit peu après. Une petite précision, je reviendrai dessus souvent. Un SMS, c'est 160 caractères. Donc, 160 caractères, espace inclus. Donc, ça va très vite. Donc, alors, vous pouvez envoyer un SMS de plus de 160 caractères, mais quand vous envoyez, par exemple, un SMS de 163 caractères, ça va vous compter 2 SMS. Donc, vous voyez, votre crédit va fondre 2 fois plus vite. Donc, voilà, c'est à voir au début quand vous n'avez pas beaucoup de contacts. Bon, c'est pas trop gênant. Quand vous commencez à avoir beaucoup de contacts, c'est vrai qu'on commence à compter les caractères, puisque forcément le crédit ne descend pas, ne part pas de la même façon, et donc ça vous coûte plus cher les envois. Donc là, en fait, vous achetez en tout cas chez Sendinblue, vous envoyez un paquet, vous achetez un paquet de SMS que vous utilisez. Enfin, il n'y a pas de limite de temps. Donc, vous pouvez acheter 1000, 500 ou 100 SMS et vous les envoyez quand vous voulez. Voilà. Alors, on va commencer sur les campagnes d'email. On va regarder un petit peu comment les optimiser. Donc, d'abord, ce qui est important, et ça sera la même chose pour les SMS, c'est de cibler votre audience. C'est-à-dire que vous pouvez, avec n'importe quel outil, que ce soit Sendinblue, Mailchimp, Sarbacane ou autre, vous pouvez faire des groupes en fonction de choses que vous aurez remarquées, par exemple, chez vos clients. Alors, ça peut être des groupes, je ne sais pas moi, par catégorie socio-professionnelle, par âge, par sexe, par ce que vous voulez. Et comme ça, vous allez pouvoir cibler les personnes concernées. Donc, ça génère moins de rejets. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on m'envoie une newsletter où on me propose la nouvelle collection de robes, par exemple, ne portant pas de robe, vous voyez, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, au bout d'un moment, si je reçois trop d'emails, des offres commerciales qui ne me correspondent pas, ou je ne me retrouve pas, je vais me désinscrire. Ou voir, quand je mets spam, ou voir, je veux dire carrément, ceci est un spam, ce qui est très mauvais. Donc, d'où l'intérêt de vraiment aller cibler les gens en fonction de ce que vous proposez. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est de soigner la présentation de votre mail. Je vais vous montrer un petit peu après. Vous allez voir souvent les outils, encore une fois, comme Mailchimp ou Sendinblue vous propose des outils de mise en œuvre. Donc, c'est pas hyper compliqué. Par contre, il faut quand même ne pas oublier les éléments essentiels. Donc, bien sûr, le logo de votre entreprise,
du texte, des images. Il faut qu'il y ait une offre alléchante, c'est-à-dire que votre email est un intérêt, c'est-à-dire que quand je le reçois, c'est vraiment super intéressant pour moi. Il faut ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action. C'est-à-dire, voilà, cliquez ici, découvrez toutes nos offres, profitez de notre réduction. Vous voyez, c'est vraiment un truc qui me donne envie de cliquer, quoi. J'y vais parce que ça va être super génial d'y aller. Et puis, bien sûr, des liens vers votre site et vos réseaux sociaux, éventuellement, bien sûr, souvent en bas de page, à voir. Et le call to action, souvent, idéalement, il doit pointer vers ce qu'on appelle une page d'atterrissage, c'est-à-dire une page qui est spécifiquement dédiée à votre newsletter. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis, je sais pas, j'envoie un mail en disant profitez d'une réduction de 25% sur la nouvelle collection, quand je clique, je dois arriver tout de suite sur la page sur une page qui présente la nouvelle collection. Vous voyez, si on me dit profitez d'une réduction sur la nouvelle collection et que j'atterris sur la page d'accueil de votre site et que je dois aller chercher où est la nouvelle collection, vous voyez, forcément vous allez perdre énormément de clients. Donc il faut vraiment bien cibler et envoyer les gens vers une page dédiée à l'action qui a été, à l'offre qui a été proposée dans l'email. Alors, vous voyez ça, par exemple, c'est l'éditeur de newsletter qui est proposé donc par Sendinblue. Donc sur la gauche, vous voyez tout ce qui va être éléments des blocs en fait que vous allez ajouter. Donc, vous voyez, vous avez l'image, texte, titre. Alors, le bouton, notamment, vous voyez, c'est le fameux call to action, donc l'appel à l'action. Vous voyez, vous pouvez mettre des blocs d'images, les liens vers les réseaux sociaux, là, vous voyez en bas. Vous pouvez faire un pied de page. Et vous avez vraiment énormément de possibilités. Donc, vous avez juste à les glisser dans la fenêtre et ensuite, vous allez faire votre mise en page. Et sur la droite, vous avez quelques infos, notamment la couleur d'arrière-plan et le pré-header. Ça, le pré-header, on en parle dans un instant. Voilà. Donc, c'est des outils vraiment très, 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 très simples de création d'une newsletter que vous allez pouvoir mettre à vos couleurs, en général, en respectant la charte graphique que vous aurez mis en place pour vos autres éléments, comme votre site web, toute votre communication, vos cartes de visite, etc. Vous aurez bien compris qu'il est important d'avoir vraiment à chaque fois une communication qui est cohérente entre tous vos moyens de contact avec vos clients. Alors ensuite, il y a quelques paramètres qui sont importants. Donc comme je vous ai dit, l'objet, donc le pré-header dont on a vu un petit peu tout à l'heure, et le nom et l'adresse de l'expéditeur. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous voyez, quand vous recevez un mail, voilà, là vous avez la petite fenêtre ici. Quand vous recevez un mail, vous avez le nom de l'expéditeur ici qui est très important. Donc ça c'est, on va avoir besoin de réassurance, de savoir exactement qui envoie. L'objet de l'email, alors bien sûr, qui est très très important parce que c'est là ça va donner envie de cliquer ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le pré-header, vous voyez, c'est le petit résumé du mail qu'on a généralement en petite fenêtre. Et alors là, vous voyez, c'est un pré-header qui est assez sympa. Donc là, encore plus de mail poursuivre jusqu'à l'automne, découvrez la mode en ligne. Voilà, ça me donne envie ou ça me donne pas envie, mais en tout cas, il y a l'effort pour ça, pour donner envie, avec un ton un petit peu humoristique. Voilà, après, ça plaît pas, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. J'ai pris un note, vous voyez en bas, par exemple, la rédaction Mediapart, vous voyez, ils n'ont pas fait de pré-header. Donc, quand on ne fait pas de pré-header, en fait, ça prend les premiers textes du mail. Et souvent, c'est pour afficher correctement ce message, consultez notre version en ligne. Alors, vous voyez, c'est pas forcément hyper sexy, ça donne pas forcément envie d'aller cliquer. Voilà. Donc, pour le pré-header est vraiment très très important. Donc, il faut vous limiter à 50 caractères. Pourquoi? Parce que en fonction du support sur lequel les gens vont le lire, que ce soit par exemple sur un téléphone, ou ils vont le lire sur Gmail, ou ils vont le lire dans Outlook, ou ils vont lire. Vous voyez, il y a plein d'endroits. Et en fait, le pré-header, il ne va pas forcément avoir la même longueur en fonction de l'outil sur lequel les personnes le lisent. Donc, quand vous vous limitez à 50 caractères, vous ne faites pas d'erreur. Ce qui va être important, si vous voulez vraiment être
être parfait, c'est de mettre les mots les plus importants dès le départ. Du coup, même si vous avez un pre-header qui est coupé, parce qu'on n'arrive pas à afficher tous les mots, vous allez avoir au moins les mots-clés seront vus. Voilà. Ensuite, pour l'objet, c'est pareil, hein, vous allez essayer de mettre quelque chose qui donne envie de cliquer. Et pour le nom et l'adresse, alors ça c'est super important d'avoir un nom, il faut que ça soit vraiment clairement le nom de votre entreprise, qui est connu et reconnu. Et surtout, éviter en adresse des choses comme vous savez, on veut no reply ou ne pas répondre, qui en général ne donne pas tellement confiance et génère plutôt de la méfiance des personnes qui reçoivent les emails. Mettez un email auquel on peut répondre, contact @ mon entreprise, même carrément Christophe @ mon entreprise, ce qui personnalise en fait l'envoi des emails et qui est vraiment, je trouve, beaucoup plus sympa. On préfère recevoir un mail d'une vraie personne plutôt que de recevoir un mail no reply qui est, je trouve, très, très impersonnel et qu'on voit un peu trop, à mon sens. Voilà. Donc, vous voyez, oui, donc le pre-header, il est ici, vous voyez, quand vous remplissez, vous avez la fonctionnalité de création. Ici, vous pouvez rentrer ce qu'on appelle votre pre-header, donc votre petit texte d'introduction. Pour le nom et l'adresse de l'expéditeur, vous voyez, vous avez fait une petite slide, donc aspirer à la confiance et être reconnu, voilà, c'est ça, vous mettez en avant le nom de votre marque et vous évitez les adresses no reply. Voilà, ensuite, quand envoyer les emails, ça c'est toujours la question qui tue, quand les envoyer. Alors, voilà, je me suis reposé sur des stats qui sont générées notamment par Mailchimp, par exemple, ou Sendinblue, qui ont regardé les heures les plus intéressantes, c'est-à-dire eux, ils ont les stats sur les taux de clics, les taux de lecture, etc. On reviendra un petit peu sur ces sujets quand on parlera des stats. En tout cas, eux, ils ont des stats vraiment globales et ils ont compilé tout ça pour proposer à leurs abonnés les meilleures heures d'envoi de mail. Donc, voilà, ce qui ressort de cette étude, c'est que le mardi et jeudi, vers 10h ou vers 14h, ce sont en général les moments où on a le plus de chances d'être lu et d'avoir des actions, des clics sur les liens dans les mails, etc. Bien sûr, cette donnée dépend énormément de l'activité. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. On dit de manière générale, on n'envoie pas des mails le lundi parce qu'il y a tous les mails du week-end qui se sont accumulés, parce qu'on doit répondre à tous les mails, donc on a tendance à supprimer les mails commerciaux du coup lundi matin parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai, je vois moi que je reçois par exemple des newsletters le lundi, j'ai pas le temps, je les supprime parce que j'ai plein de mails à répondre, donc c'est pas ma priorité. Si je la reçois un jour où j'ai moins de mails, ma boîte aux lettres est moins surchargée, je vais peut-être plus prendre le temps de les lire. Mais par exemple, nous, par exemple, à la chambre de métier, j'imagine que la CCI, c'est pareil, quand on s'adresse à des professionnels qui sont des artisans ou des commerçants, souvent le lundi, c'est leur jour un petit peu off. Donc, c'est peut-être le jour le plus intéressant pour leur envoyer un mail. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais on peut se poser la question. Et c'est vraiment variable en fonction des personnes que vous contactez. Si vous contactez plutôt des millénials, enfin je veux dire des jeunes, des lycéens, des étudiants, ou si vous allez contacter des pères de famille ou des gens à la retraite, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes variables. Donc il faut aussi essayer, envoyer des mails, voir si ça marche, si ça marche pas, envoyer une nouvelle heure, dire tiens c'est plus efficace de l'envoyer à cette heure-ci, mais je vais continuer comme ça. Et il faut savoir que les outils comme Sendinblue ou Mailchimp vous donnent la possibilité de programmer automatiquement l'envoi. C'est-à-dire que vous mettez à envoyer, en fait, ils vont envoyer les mails. Et pour chaque abonné, en fonction de son taux de retour, etc., il va être capable, en fait, de s'adapter et d'envoyer votre email au meilleur moment. Donc ça, c'est un outil assez sympa. Mais si vous connaissez bien vos clients, voilà,
faites-le plutôt en manuel, mais si vous avez des doutes, vous pouvez profiter justement de cette possibilité d'envoi en automatique de la part des outils que vous utilisez. Ensuite, il faut analyser vos résultats pour faire évoluer vos campagnes. Il faut vraiment mesurer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et adapter votre façon de faire les choses. Donc, bon, là, c'est le tableau de stade de Sendinblue, pardon, excusez-moi. Bon, là, on ne voit pas grand-chose, mais vous regarderez si vous faites votre première campagne. Et sur Mailchimp, c'est un peu pareil. Je voudrais juste vous donner quelques notions clés qui sont importantes et qui vont vous permettre de mesurer en fait la pertinence de votre campagne. Donc, première chose, c'est le taux d'ouverture. Donc, en fait, c'est le rapport entre le nombre d'emails ouverts et le nombre d'emails envoyés. Donc, par exemple, on va me dire, voilà, j'ai envoyé pour 100 mails envoyés, j'ai eu 30 mails qui ont été ouverts, donc qui ont été lus, en fait. D'accord ? Alors, souvent, si vous avez un taux d'emails ouverts qui est bas, ça veut dire souvent que, par exemple, l'objet, le pré-header et le nom d'expéditeur, par exemple, ne sont pas pertinents. Ils n'ont pas donné envie aux gens d'ouvrir le mail. C'est-à-dire qu'ils vont l'avoir supprimé directement ou envoyé dans les spams ou signalé comme spam. Et en tout cas, ça n'a pas donné envie d'ouvrir. Donc peut-être qu'il faut revoir la façon de faire son email. Ensuite, le taux de clic, c'est le nombre de liens cliqués dans vos emails. C'est-à-dire que là, je vais avoir le mail a été ouvert, et une fois que le mail est ouvert et que je l'ai lu, peut-être que j'en fais rien. Une fois que je l'ai lu, je le mets à la corbeille et puis c'est terminé, je passe à autre chose. Mais le taux de clic, c'est vraiment, je trouve, ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment cliqué sur le lien, c'est-à-dire profiter de nos offres, j'ai cliqué pour aller voir l'offre que je trouvais intéressante. Donc, en général, si vous avez un taux de clic qui est bas, c'est parce que peut-être votre mail est pas bien designé, il n'est pas joli, ou ne donne pas envie de cliquer. Vous voyez, vous avez votre call to action, il n'était pas bien réussi. Ou alors, parce que là, c'est cliqué, peut-être que votre offre, en fait, elle n'était pas intéressante. Ça peut arriver. Donc là, on a beaucoup de facteurs à imbriquer et voir un petit peu comment, voilà, sur ce mail, sur cette campagne de mail, j'ai pas eu beaucoup de clics. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon offre. Alors, par exemple, vous pouvez dire, bah oui, mais mon offre, quand les gens venaient à la boutique, il l'a trouvée intéressante, donc c'est pas mon offre qui est pas bonne. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas bien mis le lien, mon message n'était pas clair, mes textes n'étaient pas top, j'en ai mis trop, j'en ai mis pas assez. Il y a vraiment un travail là important à faire. Alors ensuite, le taux de désinscription. Alors ça, c'est les gens qui se désinscrivent de votre campagne, donc ils cliquent sur se désinscrire. Alors là, il y a différents facteurs. Si vous avez un taux de désinscription trop élevé, c'est peut-être que vous envoyez trop d'emails. Ça arrive. Ou peut-être qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas bien ciblé. C'est-à-dire, voilà, vous m'envoyez à moi vos offres sur votre collection de robes, et voilà, moi je suis pas intéressé parce que je n'achète pas de robes. Voilà. Donc du coup, je me désinscris. Donc il faut bien faire attention à la segmentation et à la fréquence des envois, ne pas en envoyer trop. Surtout, ça, je pense que c'est vraiment important. Ça arrive plein de fois de s'inscrire à une newsletter, c'est dire tiens, mais j'aimerais bien avoir des infos de cette entreprise. Et puis les infos, on en reçoit un mail par jour. Au bout d'un moment, on se dit non, mais c'est bon, là, j'en peux plus, je me désinscris. Ensuite, le taux de rebond, ce sont les mails donc non délivrés, c'est-à-dire qui sont, par exemple, des gens qui ont supprimé leurs emails ou qui ont leur boîte mail pleine. Voilà, donc les mails non valides, il faut les supprimer en général. Les outils vous le proposent, ils vous disent voilà, de supprimer les mails qui ont été non délivrés. Quand c'est temporaire, c'est pas grave, c'est peut-être parce qu'effectivement, pendant un moment, la boîte a été pleine. Et le taux de spam, alors, le taux de spam, c'est en fait l'idée, c'est les gens peuvent, vous savez, je pense que vous l'avez dans vos boîtes email, vous pouvez dire ceci est un spam. Donc les gens, des fois, ils reçoivent une newsletter, ils disent ceci est un spam. Donc ça équivaut à une désinscription en quelque sorte, mais
c'est très embêtant parce que du coup, votre adresse email perd de sa force. Alors, pour parler du sujet des spams, parce que c'est quand même important là sur les campagnes email, ce que vous envoyez peut tomber dans les spams. Aujourd'hui, des outils comme Mailchimp ou Sendinblue ou Sarbacane, bien sûr, font le maximum pour que les mails qui sont envoyés depuis leur serveur ne tombent pas dans les spams, parce que c'est dans leur intérêt, parce que bien sûr, vous, entreprise, en tant que client, si vous savez qu'en utilisant leurs outils, les mails tombent dans les spams, vous n'allez pas les utiliser. C'est logique. Donc, les utiliser, c'est la meilleure garantie pour avoir le taux de spam le plus bas possible. Si vous envoyez vos newsletters un petit peu à la sauvage depuis votre boîte mail en mettant 150 contacts en copie cachée, c'est la garantie pour qu'à court terme ou à moyen terme, vous finissiez par avoir votre boîte mail spammée. C'est-à-dire qu'elle va être blacklistée et donc elle va être dès que vous allez envoyer un mail, ça va être considéré comme du spam. Alors vous allez me dire, alors déjà, c'est embêtant d'un point de vue commercial, c'est-à-dire quand vous allez faire de la prospection, mais aussi embêtant, par exemple, si vous envoyez un devis à un client et qu'il ne le reçoive pas parce qu'il tombe dans les spams, parce que votre email est blacklisté. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Vos emails professionnels, il ne faut pas faire n'importe quoi avec vos persos aussi, mais d'autant plus vos professionnels. Il faut les protéger et les utiliser toujours avec pertinence, c'est-à-dire envoyer à une personne, enfin, ou à 3-4 personnes en copie, vous voyez, mais pas faire n'importe quoi, de mettre 150 personnes en copie cachée, parce que c'est l'assurance, à court terme ou à moyen terme, encore une fois, d'avoir vos mails blacklistés. Et là, vous n'avez plus qu'à. Bon, après, vous pouvez faire des choses, mais bon, là, ça devient compliqué, mais souvent, on est obligé de changer d'email. Voilà, donc utiliser ces outils vous permet de vous protéger de ça. Et c'est super important. Voilà, alors on va passer un petit peu maintenant aux campagnes SMS. Donc, quelques atouts du SMS par rapport à l'email. Effectivement, donc 93,6% des ménages français sont équipés. C'est énorme. Le taux de lecture et d'ouverture et de lecture des SMS est de 95%. De mémoire, les mails, c'est 30%. À vérifier, j'ai mis le chiffre tout à l'heure dans une slide, mais voilà, taux d'ouverture d'un SMS, 95%. En moyenne, on reçoit un SMS commercial, donc on reçoit 4,3 SMS commerciaux par mois. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, il faut profiter de ça. Je pense que ça va monter dans les mois, dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, on est encore pas trop submergé de SMS commerciaux. Donc, il faut en profiter justement pour en envoyer tant que ça reste efficace. Et le taux de mémorisation d'un SMS, c'est-à-dire la capacité de mémoriser le message commercial, il est de 60%, ce qui est juste énorme, énorme, énorme. Voilà, et ça, c'est des sources INSEE, hein, donc c'est des chiffres très sérieux. Donc, à tous les coups, vous allez toucher la cible, vous êtes sûr que la personne va le lire. C'est-à-dire, vous voyez, c'est 95% de taux d'ouverture. C'est énorme, énorme, énorme. Il est lu immédiatement, en moyenne entre 1 et 4 minutes après la réception. Donc, vous allez créer une vraie relation de proximité via un SMS, qui est très sympa. C'est concis et facilement mémorisable et franchement, c'est pas cher. C'est simple, on va voir après, notamment, vous voyez, quand on pense au mailing, il faut faire une mise en page, il faut mettre des images, on sait pas, il faut avoir un logo, des fois on n'a toujours pas de logo. Là, enfin, je veux dire, c'est tac, 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 on envoie le SMS, c'est parti, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Alors, comment faire une campagne SMS? Première chose importante, exactement comme pour les emails, il vous faut un objectif. Vous ne pouvez pas envoyer un SMS comme ça, juste pour dire bonjour, c'est sympa, mais il faut que vous ayez un objectif parce que vous voyez, vous avez un message très concis, donc on revient sur les 160 caractères. Vous n'avez pas le temps de tourner autour du pot. Il faut vraiment aller à l'objectif. Donc, par exemple, je vous ai mis quelques petits objectifs. Vous voyez, communiquer sur un nouveau produit, communiquer sur une promotion, par exemple, voilà, passer en magasin, moins 20% sur tel rayon, je ne sais pas. Une offre personnalisée pour les clients les plus fidèles, et ça, c'est
Super. Ça, c'est vraiment, à mon sens, le truc des SMS avec les ventes privées. Je vais vous en parler. Je vais vous donner un exemple après, des événements, etc. Je vais juste vous donner un exemple de la vraie vie. Une personne qui a une boutique de vêtements féminins sur Amiens, là, qui a pas mal de contacts au téléphone de ses clientes et qui prend ses meilleures clientes. Alors, elle va prendre ses 20 meilleures clientes. Elle leur envoie un SMS pour leur dire mardi soir, vente privée à la boutique à partir de 19h. Voilà, venez nombreuses. Alors après, bien sûr, elle fait un message qui donne envie. Voilà, c'est un SMS, ça lui a coûté, mais rien du tout, quoi. Je veux dire, envoyer à 45 € les 1000 SMS, vous ferez le calcul du prix du SMS. Si elle a envoyé 50 SMS, autant dire que ça ne lui a rien coûté. Des clientes sont venues. Alors, elle avait prévu, vous voyez, un petit buffet, un petit peu de champagne. Les meilleures clientes étaient là, elles ont essayé, elles ont vidé la boutique. Elles ont vidé la boutique en envoyant 50 SMS. C'est vraiment très, très, très puissant. C'est très personnalisé. C'est du contact direct. Les gens se sentent privilégiés en recevant ce genre de message et être privilégié, ça donne envie de participer. Il y a une vente privée avec des réductions sympas juste pour mes meilleurs clients. C'est vraiment très, très, très puissant. Alors, donc, un petit peu comme les mails, toujours segmentés. Donc, par exemple, par rapport aux habitudes d'achat, vous pouvez envoyer, effectivement, comme je disais, à vos meilleurs clients. Vous pouvez envoyer plutôt, justement, à des clients qui ne sont pas venus vous voir depuis longtemps. Vous dire, bah, tiens, je vais la relancer pour les faire revenir en leur faisant une offre particulière, etc., etc. Ça peut être en fonction de la catégorie socio-professionnelle, pourquoi pas. Par exemple, ça peut être un message spécial si vous avez une carte de fidélité à vos adhérents ou à vos non-adhérents pour leur donner envie, etc., par rapport à la tranche d'âge, parce que voilà, vous avez plein de possibilités, comme je vous dis, si vous êtes si vous avez énormément de possibilités, à vous de voir en fait en fonction de votre clientèle, bien sûr, et comment elle se segmente, puisque chaque clientèle, en fonction de l'activité, se segmente pas forcément de la même façon. Mais pensez-y, c'est très important plus votre message sera segmenté et donc personnalisé et donc répondra à une réelle attente de la personne, plus il sera efficace. Et vous allez me dire, ça ne coûte rien d'envoyer un mail ou un SMS, donc si ce n'est pas efficace, ce n'est pas grave. Mais non, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le risque, c'est la désinscription. Ou en tout cas, et de lasser les gens, c'est-à-dire d'envoyer des messages qui ne les concernent pas et c'est mauvais pour votre image. Donc, même si vous dites ça ne coûte rien, ça vous coûte rien peut-être financièrement ou pas grand-chose, mais ça vous coûte en termes d'image, et l'image, c'est important. Et c'est ce qui va vous générer plus tard potentiellement du chiffre d'affaires. Donc, SMS, donc un message clair personnalisé. Donc, je vous le rappelle, 160 caractères, espace inclus. Donc, ça va très vite. Donc, il faudra être toujours direct et précis. Vous pouvez, encore une fois, envoyer plus de 160 caractères. Vous voyez, là, les deux exemples qu'il y a, là, je pense qu'ils ont plus de 160 caractères, mais du coup, ça leur coûte 2 ou 3 crédits SMS. À voir, en fait, après, vous, en fonction de ce que vous voulez envoyer, un message très important, vous pouvez dire, tant pis, je l'envoie en plus de 160. Si vous avez bien, de toute façon, si vous avez bien ciblé, ça ne peut être qu'un bon retour sur investissement. Voilà, donc faites attention aux caractères à l'orthographe, bien sûr. Les caractères spéciaux, il faut faire attention parce qu'en fonction du téléphone, par exemple, certaines personnes ne peuvent pas les lire. Envoyer, par exemple, des SMS avec des smileys, pourquoi pas, ça peut vraiment être bien, mais il faut faire attention parce que il y a encore aujourd'hui des gens qui ont des téléphones qui ne lisent pas les smileys, par exemple, il va y avoir des carrés ou des figures bizarres. Voilà, on essaye de faire attention à ça. Et puis, alors ça c'est génial, que ce soit pour les mails ou les SMS, quand vous utilisez un outil comme Mailchimp ou Sendinblue, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des variables. Vous savez, ça va être par exemple en tout crochet, ça va être prénom. Et du coup, ça remplace, si vous voulez, cette variable par le prénom de l'utilisateur. Bien sûr, si vous avez cette donnée.
Vous voyez, donc là, c'est clairement dans les deux exemples, on a les prénoms en fait des personnes qui reçoivent. Donc, c'est d'autant plus personnalisé quand on reçoit ce genre de message. Donc, le désabonnement est obligatoire. Donc, vous voyez, sur le message en bas, vous avez bien stop O avec le numéro de téléphone. Donc ça, en fait, quand vous êtes avec, encore une fois, Mailchimp, Sendinblue, c'est intégré, c'est-à-dire c'est inclus. Vous ne pouvez même pas décocher la case, je crois, c'est à vérifier cette information, puisque de toute façon, c'est obligatoire quand on envoie des SMS en France. Donc, je ne pense même pas qu'on puisse le décocher. Donc, c'est généré automatiquement. Alors, que ce soit par mail ou SMS, quand quelqu'un clique sur se désinscrit ou que quelqu'un envoie stop, il est automatiquement retiré de votre liste par l'outil. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas recevoir une liste, un tableur Excel avec tous les gens qui sont désinscrits pour aller la retirer à la main. Vous voyez, ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas à le gérer. Et c'est vraiment confortable parce que voilà, ça vous permet de ne pas avoir à vous poser de questions. À chaque fois que vous envoyez un mail à votre liste, vous êtes sûr et certain que vous l'envoyez à des gens qui acceptent encore de recevoir vos emails. Et donc, le SMS n'empêche pas le call to action. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ont des smartphones. Donc, s'ils cliquent sur un lien, ils peuvent accéder à, par exemple, une page de votre site. Donc, exactement comme pour les emails. Donc, on clique dessus et on va aller voir l'offre particulière. Donc, ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, ça devient presque indispensable aujourd'hui. Et c'est ce qui permet de donner la suite de votre SMS. Vous ne pouvez pas mettre qu'un lien, hein. Les gens ne cliqueront pas. Il faut quand même les appâter avec un texte qui soit sympathique pour leur donner envie, bien sûr, de cliquer sur le lien ensuite. Donc, il y a souvent un lien, c'est long. Vous allez avoir peut-être des fois des liens à rallonge et ça vous mange des caractères. Donc là, vous pouvez créer des raccourcis. Vous voyez, là, sur les exemples, c'est les raccourcis de Google. Alors, il faut savoir que maintenant, ils n'existent plus. Mais il y a des outils pour créer des raccourcis, notamment Bitly. Donc, voici le site, là, BITLY. Vous voyez ici, par exemple, j'ai fait avec CMA Hauts-de-France. Il me génère, on clique sur le bouton et il me génère automatiquement un lien raccourci. Alors, vous voyez, là, ce n'est pas très, très intéressant. On ne gagne pas énorme de caractères. Mais quand vous avez vraiment des URL à rallonge, par exemple, surtout si vous faites, comme je disais, des pages d'atterrissage spéciales où il va y avoir en plus quelque chose derrière, ça peut être intéressant de faire un lien court, comme ceci. Donc, ça veut dire que quand les gens vont cliquer, ça va être redirigé automatiquement vers votre page cible. C'est gratuit. Donc, vous mettez votre adresse ici, vous générez le lien, vous récupérez, vous le copiez et c'est terminé. Donc, ça va très vite et c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire même pour le faire. Vous pouvez vous inscrire et payer pour avoir notamment des statistiques sur l'usage de vos liens. Mais là, si vous avez vos statistiques de suivi dans Sendinblue ou sur votre site, par exemple avec Google Analytics, etc., vous n'avez peut-être pas forcément nécessairement besoin des statistiques de Bitly. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Donc, choisissez le bon moment pour envoyer vos SMS. Alors, ça, c'est très important. Alors, une chose tout simple, de toute façon, ça, c'est clair. Le dimanche et le soir après 20h et la nuit entre 20h et 8h du matin, c'est tout simplement interdit d'envoyer des SMS commerciaux. Interdit. Voilà, donc comme ça, c'est clair. Pour éviter de déranger les gens des heures indues. Et ça, moi, je trouve ça bien. Ensuite, prévoyez, donc je vous dis le jour, comme pour les mails tout à l'heure, hein, je ne vais pas redire, mais vous prévoyez le jour et l'heure d'envoi en fonction de votre cible. Encore une fois, si vous ciblez des retraités, si vous ciblez des gens actifs, des quarantenaires qui ont des enfants, des ados, des jeunes adultes, voilà, vous n'allez pas avoir forcément, ça ne va pas forcément être les mêmes heures, des étudiants, que sais-je. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vous disais les statistiques générées par les outils qui envoient les SMS, c'est plutôt la fin de matinée ou après 17h, ce qui est logique.
puisque du coup, on va pouvoir regarder ces SMS à la pause du midi ou après le travail. Donc voilà, ça, c'est des statistiques générales, encore une fois, mais ça dépend énormément de votre cible en particulier. Alors, pour terminer, un petit comparatif, quelques petits chiffres et puis une conclusion sur tout ça. Donc aujourd'hui, 50% des spams qui sont envoyés dans le monde tombent dans les spams. Des emails, pardon, qui sont envoyés dans le monde tombent dans les spams. C'est énorme. Donc vous voyez que l'email, c'est compliqué. Aujourd'hui, alors vous allez me dire, il est à fond dans les SMS, mais ouais, il faut quand même ça bien. Aujourd'hui, 0 SMS tombe dans les spams. Voilà, tous les SMS sont reçus. Voilà, donc vous êtes sûr de toucher la personne. Vous voyez, taux d'ouverture des SMS, 98% et taux d'ouverture des emails, 20%. Et je vous ai dit 30% tout à l'heure. Voilà. Alors, le temps moyen d'ouverture des SMS, c'est 4 minutes et le temps moyen d'ouverture d'un email, c'est 90 minutes. Voilà, sachant qu'il y a des gens qui vont voir leur boîte mail toutes les 3 secondes et des gens qui vont la voir tous les 3 jours. Donc, voilà. Donc, en France, 75% des utilisateurs de portables souhaitent recevoir plus d'offres par SMS, sauf qu'ils n'en trouvent pas assez. Donc, c'est le moment d'envoyer la vôtre. Vous voyez, ils attendent que vous. En emailing, sachez qu'en moyenne, 1 euro dépensé rapporte 38 euros. Donc, on est à 3800% de ROI. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je n'ai pas trouvé les chiffres sur le SMS, mais je pense que c'est encore plus gros. Mais je n'ai pas trouvé de chiffres, de sources intéressantes. C'est une source Digital Marketing Magazine. Et 43% des Français ont effectué un achat après réception d'un SMS publicitaire. 43. Donc, presque une personne sur deux a déjà acheté après avoir reçu un SMS. Alors, comment choisir? Moi, je vous dirais, un email, c'est quand même c'est plus complet. Vous pouvez vraiment avoir une relation. Vous allez raconter votre histoire. C'est plus joli. Vous allez avoir des images. C'est créatif. Vous allez pouvoir mettre du texte. Vous allez mettre plusieurs call to action. Pouvoir mettre des liens. Vous allez vraiment pouvoir raconter des histoires, créer un lien particulier avec vos clients, vos prospects. C'est vraiment très, très intéressant quand même de faire des emailing. Par contre, le SMS, il va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire, voilà, il y a une promo demain de 18h à 19h, il y a 20% de remise toute la semaine. Ce dont j'ai oublié de vous parler aussi, c'est qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle le too good to go, c'est-à-dire, par exemple, je suis boulanger, à 16h, il me reste 200 pains au chocolat, enfin 200, j'exagère. Il me reste 50 pains au chocolat que je n'ai pas vendus. J'envoie un SMS en disant voilà, à partir de maintenant, jusqu'à 19h, les pains au chocolat sont à 50%, ou même pour les baguettes ou plus ça. Vous voyez, c'est vraiment de l'instantané, le SMS, et la limite, c'est juste votre imagination sur ce que vous pouvez en faire pour inciter les gens à venir vous voir rapidement pour une promotion, pour une découverte, pour un événement, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Et sachez aussi qu'il est quand même globalement plus facile de récupérer des emails que des numéros de téléphone. C'est vrai que notre 06, il est précieux et souvent on a du mal à le lâcher. C'est-à-dire que quand on demande vous pouvez me donner votre numéro de téléphone, ah bon, pourquoi faire grosse méfiance. Alors que l'email, bon, on est plus enclin à le donner. Je ne sais pas pourquoi, c'est historiquement comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de vous dire, soyez, préférez, je pense que ça serait dommage de ne plus faire d'emailing, mais n'oubliez pas que le SMS est plus direct et vraiment beaucoup plus efficace. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Aude pour conclure. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour les questions. J'avais dit qu'il durait moins longtemps celui-là. Effectivement, en fait, tu avais dit de préciser que tu étais tout seul et que ça allait durer moins longtemps, mais non, tu as tenu haut, c'est très bien. Et très peu de questions, puisque tu as été assez précis dans ta présentation. Et à chaque fois qu'il y avait une question qui était posée, tu y répondais dans la foulée. Donc, c'était parfait. Peut-être une différence entre opt-in et opt-out qui était posée. Et une même question, c'est que quelqu'un demandait si on allait faire un webinaire spécial RGPD. Je pense que c'est prévu. Donc, peut-être juste là une différence entre opt-in et opt-out.
Ouais, alors opt-in, c'est donc je donne mon autorisation pour m'inscrire, c'est-à-dire qu'on me demande est-ce que vous voulez vous inscrire à ma newsletter ou je dis oui. Donc ça, c'est un opt-in. Et la opt-out, c'est la désinscription, c'est la possibilité de Moi, se j'ai noté désinscrire. une question sur l'utilité ou en tout cas l'efficacité des SMS dans le monde industriel. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais ça peut se tenter sur certaines offres spécifiques. Ça peut se tenter. Il faut voir un petit peu comment ça réagit. C'est pas, en même temps, c'est pas la solution miracle à tout, mais pourquoi pas également. J'imagine que dans le domaine industriel, ça peut fonctionner également. Ça peut fonctionner. Je pense que c'est quand même pas le même. On n'est pas sur les mêmes temporalités. Il y a moins d'urgence aussi. Je pense que il peut y avoir. C'est un domaine que je connais moins. Après, il y a une telle diversité, et puis il peut y avoir aussi la volonté de déstocker. Donc, il peut y avoir aussi des occasions. C'est pas pour toute l'activité de tous les industriels, mais il peut y avoir dans la vie des industriels des occasions d'utiliser la solution SMS pour améliorer, enfin en tout cas améliorer les ventes ou faire une opération, mettre le focus sur une opération spéciale. J'ai envie de dire, il ne faut pas Voilà. avoir peur de tester. Oui, tout à fait. On essaie, on envoie, genre, je fais 2-3 campagnes de SMS, c'est pas pour le prix que ça coûte. On envoie 3-4 campagnes, il n'y a pas de retombées, bon, c'est autre chose. Il n'y a pas énormément de risques à le faire. Mais après, le travail aussi, c'est la récolte des. Après, j'ai juste vu quelques petites remarques sur le fait que, évidemment, entre la super présentation que tu as faite et puis le passage à l'action, c'est toujours un petit peu compliqué pour les personnes. Et donc, j'en profite pour rappeler qu'on a des accompagnements qui sont les accompagnements starter pour les entreprises de moins de 3 ans, qui sont les accompagnements booster TPE pour les entreprises de plus de 3 ans, qui sont effectivement destinés à aller plus loin, qui permettent justement de passer à l'action. Et puis l'intérêt, parce qu'il y a eu une petite information sur le fait que Booster TPE, ça ne correspondait pas ou que ça ne répondait pas aux besoins. En l'occurrence, je crois que précisément, c'est tout l'intérêt de ces accompagnements, d'être individualisés, personnalisés, de permettre de faire l'état des lieux de là où vous en êtes, dans la mise en œuvre. Hein. Donc, voilà, ce sont des accompagnements qui vous permettent de démarrer là où vous en êtes et de vous emmener plus loin avec des rendez-vous réguliers à votre rythme. Et je rappelle encore une fois que ce sont des accompagnements qui sont intégralement financés, il faut le souligner, intégralement financés en 2020 par la région et l'Europe pour justement permettre aux entreprises les aider à passer la crise et à engager la reprise. Et donc, accompagner et accélérer leur transformation. Donc, ces accompagnements, ils sont vraiment adaptés. Il y a des boosters numériques donc qui sont vraiment mis en œuvre par les conseillers numériques et qui peuvent vraiment permettre à l'entreprise, une fois qu'elle a pris conscience de ce qu'elle pouvait mettre en œuvre, une fois qu'elle a suivi le webinaire, de véritablement passer à l'action, encore une fois, en partant de là où elle en est, et puis en mettant en place un plan d'action et surtout en priorisant. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout faire du jour au lendemain, les choses se préparent, mais en tout cas, ça permet d'éclairer le chemin et de pouvoir commencer et passer à la mise en œuvre assez facilement. Je voulais juste rajouter, donc je te remercie Christophe pour cette présentation qui, je pense, a bien cerné, éclairé le sujet. Et puis, je rappelle peut-être, Vincent, le numéro pour les personnes qui… donc, il y a un numéro unique qui a été mis en place pour l'information sur les aides disponibles pour les entreprises, artisans, commerçants
et entreprises autres, industrielles et commerciales. Donc le 03 59 75 01 00. Donc vous aurez des conseillers qui pourront vous renseigner sur les autres aides disponibles pour vous aider à sortir de la crise et entamer la reprise. Je rappelle également les mails des différentes structures. Donc, la CMA a un mail qui est projetnumérique@cma-hautdefrance.fr. Pour le réseau CCI, c'est covid19@hautdefrance.cci.fr. Et puis la région transnum@hautdefrance.fr. Donc, vous pouvez, en fonction de votre appartenance et en fonction des questions que vous souhaitez poser, nous adresser vos questions sur ces mails uniques. Et donc, bien entendu, nous reprendrons contact et nous vous répondrons. Enfin, donc, je souhaite rappeler que vous allez pouvoir revoir, si vous n'avez pu le voir intégralement, ce webinaire en replay. Vous allez recevoir un mail qui va vous permettre d'accéder au replay. Et puis, ce mail va également vous inviter à répondre au sondage. Et j'insiste sur le fait qu'on est très intéressé pour connaître votre avis et pour connaître vos réponses à ce sondage, parce que c'est en partie grâce à ce sondage qu'on va pouvoir établir les thèmes des prochains webinaires et des webinaires du mois de juin. Alors, il y a quelques webinaires qui sont déjà programmés. Donc, tu l'as rappelé, Vincent, en ouverture de webinaire. Le jeudi 28 mai, le thème, c'est la sécurité dans l'entreprise, par quoi commencer? Et le jeudi 4 juin, contrôler sa e-réputation sur les réseaux sociaux. Et donc, pour les prochains, ceux qui auront lieu après le 4 juin, eh bien, on s'inspirera des réponses et des commentaires que vous aurez mis dans la réponse au sondage. Voilà. Je vous remercie tous. Et merci. Et puis à jeudi, donc à jeudi prochain pour le webinaire sur la cybersécurité. À jeudi. Merci à tous.